Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui a fait beaucoup réagir à juste titre et qui soulève de nombreuses questions. Évidemment, le scandale récent du périscolaire à Paris, dysfonctionnement, encadrement des enfants, responsabilité, que s'est-il vraiment passé? Et surtout, comment on en est arrivé là? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Audugé, que vous connaissez très certainement, spécialiste des politiques éducatives et de la protection de l'enfance. Elle va nous apporter son éclairage, analyser la situation et proposer peut-être, je l'espère, des pistes concrètes pour améliorer le système. On va essayer de comprendre les faits, de dépasser les polémiques et l'émotion qui est absolument forte, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense qui concerne tous les parents des petits Parisiens, et donc poser les bonnes questions sur l'école et l'encadrement des enfants aujourd'hui. Bonjour Sophie. Merci. Bonjour Béatrice. Alors, c'est c'est un sujet très sensible, évidemment, parce que ça concerne des tout petits, donc des maternelles essentiellement. Donc, c'est extrêmement grave ce qui est en train d'être révélé. Et apparemment, c'était connu depuis 2015. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on a appris dans le débat hier entre Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou. On a appris aussi, donc on y reviendra aussi, qu'il y a eu le décès d'un enfant dans le périscolaire. Moi, je ne savais pas ça. Donc, c'est absolument effroyable. Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Je ne pense pas que ce soit qu'à Paris, malheureusement. Enfin, malheureusement, oui, malheureusement, je pense que c'est un problème beaucoup plus large que Paris. Alors évidemment, Paris, c'est une très très grande ville, donc il y a plus de cas. Il y a une gestion qui est catastrophique du périscolaire à Paris. Donc il y a une concentration de situations. Alors après, on a d'un côté les situations d'abus sexuels et également de violence sur enfants. Alors évidemment, nous, on a tendance à traiter les deux ensemble, ce qui est normal, puisque c'est effectivement des violences faites sur les enfants par des structures institutionnelles et que c'est absolument inacceptable, et inacceptable que ce soit rendu possible. Mais je pense qu'il y a quand même aussi des choses qui doivent être, dans cette analyse globale, distinguées, c'est-à-dire les actes de violence des actes d'abus et de violence sexuelle. Voilà. Alors, Sylvain Maillard a déclaré que sur 200 animateurs dans le périscolaire, il y en avait 75 qui étaient soit soupçonnés, soit mis en examen, soit de violence, donc, et effectivement d'agression sexuelle, voire de viol. Est-ce que vous avez des détails déjà sur les chiffres? Et ça paraît tellement énorme, enfin, c'est un tiers des animateurs. Donc, on se dit, c'est pas possible, c'est pas que des cas isolés, parce qu'il y a apparemment une cooptation, il y en a qui cachaient les méfaits pour éloigner les autres pendant que le collègue faisait ce qu'il devait faire, ses crimes. Et donc, est-ce que vous avez des détails là-dessus? Et je sais pas, moi, ça me fait penser à quelque chose de systémique, en fait, d'organisé. Alors, les abus sexuels sur enfants et la violence sur enfants est un problème systémique, qui est connu, qui est documenté. Pour ce qui est des chiffres, évidemment, une telle proportion de fautes de recrutement, évidemment, plus qu'interroge, ça pose des vraies questions, en fait, de qui a pu, à ce point-là, avoir un taux d'échec dans le recrutement aussi énorme. Ça fait, comme vous le disiez, c'est à peu près 37%. Je crois 37,5% d'échecs, ce qui est quand même gigantesque. Il n'y a pas une entreprise privée qui pourrait survivre à ça. Après, ce qui est aussi à signaler, c'est quand vous dites est-ce que vous avez plus de données, bien sûr que non, parce qu'il y a une omerta évidemment gigantesque sur ces sujets-là. Par Et qui? puis, Par qui, par en tout le fait? Ça monde. vient de la mairie, Par tout ça le vient de monde. la justice, ça vient de qui? Non, mais par tout le monde. C'est-à-dire que quand vous avez Sylvain Maillard du parti présidentiel qui nous annonce ces chiffres comme ça, comme si c'était énorme, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis quand il les connaît? Et comment est-ce possible qu'ils n'ont rien fait? Je veux dire, quand il les lance comme ça en campagne électorale, moi j'ai un vrai sujet, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'il les connaît depuis quand et pourquoi ils n'ont pas bougé avant? C'est une vraie question. Quand la Civis est mise en place avec le juge Durand, au moment où ils arrivent au premier bilan des premiers 3 ans de travaux, ils vont le prolonger un peu, puis après, le juge Durand est dégagé. Il est dégagé de la Civis, qui est quand même
la structure qui a été mise en place pour justement agir contre les abus sexuels faits sur enfants, l'inceste, etc. Donc il y a évidemment, puis bon, je veux dire, on peut évoquer aussi l'affaire Epstein. Il y a évidemment c'est systémique, c'est-à-dire ces abus-là sur personnes vulnérables que sont les enfants est un phénomène systémique. Parce que l'enfant, par nature, n'est pas développé, et il n'est pas capable de se défendre tout seul. Donc, c'est une proie à la violence adulte et c'est une proie sexuelle. Comme vous le savez, j'ai travaillé longtemps et je travaille encore avec Maurice Berger sur ces questions-là. Maurice Berger me dit tout le temps que quand il reçoit ses étudiants, donc c'est un éminent pédopsychiatre français, un médecin pédopsychiatre français, la première chose qu'il leur dit, c'est les enfants sont des proies sexuelles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le système doit être conçu à partir de cette donnée-là fondamentale. Donc quand on dit c'est un phénomène systémique, c'est la nature même de l'enfant qui, par sa nature à la fois de développement en cours, que ce soit cognitif, psychique, en fait de fait un être vulnérable qui doit être mis dans des conditions avec des adultes qui sont formés pour garantir son développement, sa protection et avoir un système de contrôle, c'est-à-dire d'inspection de ces structures-là, extrêmement rigoureux. Si vous n'avez pas ça, vous créez un système qui va permettre de la violence. Voilà. Et à partir du moment où le système permet la violence, là on rentre dans un autre phénomène qui est un phénomène qu'on peut appeler de sociologie des organisations, c'est-à-dire le mécanisme de protection interne à l'institution. C'est-à-dire qu'on se protège, on protège l'institution et on se protège aussi en même temps parce que si l'institution est salie, on est sali aussi. Donc il y a ce phénomène qu'on peut appeler d'omerta, si vous voulez, qui se fait à tous les niveaux. Il se fait à l'échelle éventuellement d'un petit groupe d'animateurs, puis à l'échelle du centre de périscolaire, puis à l'échelle du groupe, on va dire, local, puis au niveau de la mairie, puis au niveau... Vous voyez, à chaque niveau institutionnel, il y a une omerta. Oui, mais ça pose quand même la question. Alors, je comprends ce système d'omerta à chaque échelon parce que ils ont peur de se retrouver. Voilà. Donc, après coup, ça peut être un élément de compréhension. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait depuis 2015 qu'ils sont au courant quand même qu'il y a un sujet. Ça a été filmé en séance au conseil municipal, il me semble, au conseil de Paris, et à vérifier la source, mais c'est posté en ce moment, c'est de toute façon totalement viral, ça date de 2015. Et moi, ma question, c'est est-ce que quand on ne fait rien pendant aussi longtemps, est-ce que c'est du déni, au-delà de la protection immédiate quand on apprend la nouvelle et qu'on veut juste protéger son poste et son honneur? Est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est de l'indifférence? Est-ce que c'est de l'idéologie style Libé des années 70 qui voit pas où est le problème? Ou est-ce que carrément c'est de la complicité avec derrière quelque chose d'organisé? Parce que ça fait quand même écho aux problèmes qu'on a avec les enfants en proie à la prostitution de mineurs avec l'ASE, qui semble être aussi quelque chose d'assez systémique et dont tout le monde est au courant et personne ne fait rien. Vous avez cité l'affaire Epstein, bon, ils veulent pas de commission d'enquête. Ça commence à faire quand même beaucoup dans le même genre de mécanique. Après, je ne sais pas s'il y a un lien entre toutes ces affaires et on le sait pas. Est-ce qu'on le saura un jour? Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose quand même qui a l'air d'être une mécanique qui est appliquée partout là où il y a des petits, en fait, et même des ados. Oui, parce que, si vous voulez, alors quand je parle des mécaniques et des systèmes organisationnels qui constituent cette omerta, je ne les justifie pas du tout, bien entendu, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous voulez, la réalité de la situation, c'est que l'enfant n'a pas la capacité de dire ou de rendre compte comme un adulte. D'accord? Donc, sa parole est mise en cause. Ce qui rend beaucoup plus compliqué, évidemment, le fait d'aller jusqu'au bout de l'action. Et c'est là-dessus que les prédateurs, évidemment, usent et abusent également. Quand vous savez, notamment, c'était les chiffres de la Civis, hein, seulement 3% des viols pour enfants vont aboutir à la condamnation de l'auteur. C'est quand même
incroyable. Et ça, c'est 1% pour l'inceste. Si vous voulez. Donc 1% 1% des pédocriminels qui ont, dans les faits, avéré abusé des enfants, dans le cadre de l'inceste, vont être effectivement condamnés. Et c'est seulement 3% pour les viols. Voilà. Ce ne sont pas des statistiques qu'on aura chez les adultes. Voyez. Donc il y a bien quelque chose qui est lié à la nature même de l'enfant. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que vous avez raison, Béatrice, quand vous dites est-ce qu'ils s'en fichent? Est-ce que c'est du jean-foutisme? Ben, malheureusement, je crois que oui. Je crois que c'est du jean-foutisme. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas, qui ne placent pas la personne de l'enfant et le respect de l'enfant, le respect prioritaire à tout de l'intégrité du corps de l'enfant et du psychisme de l'enfant à la hauteur où nous, on le place. C'est-à-dire que soit vous et moi, puisque vous êtes engagés sur ce sujet-là depuis très longtemps et moi aussi, c'est quelque chose qui est inconcevable pour nous. Voilà. Et vous avez dans ces situations qu'on découvre aujourd'hui, vous avez des personnes qui, comme vous, comme moi, on parlait très tôt, c'est-à-dire que c'était il y a 10 ans, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans. Les premiers cas, ça remonte à il y a 5 ou 6 ans. Il va falloir 5 ou 6 ans pour que la procédure judiciaire soit réalisée. C'est invraisemblable. Et à côté de ça, vous avez également des faits qui sont avérés. C'est-à-dire quand on sait qu'il y en a un qui a eu des gestes déplacés, on va dire non mais il s'en veut, donc c'est pas grave, on va le mettre dans une autre école. C'est fou. invraisemblable. C'est incompréhensible, c'est carrément criminel. Il faut comprendre qui a pris cette décision. Pour moi, la personne qui a pris cette décision est complice parce qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'elle remettait un loup dans la bergerie. Donc, et l'encourager presque à récidiver. Je veux dire, on éloigne des prédateurs des proies, quelles qu'elles soient. Donc, ça me paraît absolument dingue et cette personne ne mérite pas de travailler dans un service public à minima et il faudrait ouvrir et on voit que les enfants n'ont pas encore été apparemment, c'est ce qui a été dit, qu'ils n'ont pas encore été auditionnés et quand on voit qu'il y a 75 animateurs mis en cause, ça veut dire à minima qu'ils ont acté contre 75 enfants au minimum, même s'ils n'en faisaient qu'un par un enfant par animateur, ce qui est certainement peut-être pas le cas. Donc, ça veut dire potentiellement des centaines d'enfants dont la vie est totalement bouleversée. C'est gravissime. Et en fait, ça devrait faire comme le scandale de l'ASE, je l'ai dit tellement de fois sur tous mes réseaux sociaux, mais c'est un peu crié dans le désert et c'est tellement surréaliste sur un sujet comme ça. Ça devrait faire la une de tous les journaux tous les jours jusqu'à ce que le problème soit réglé. On a vu que pendant la crise sanitaire, en 3 jours, ils ont mis des passes et des trucs sur 67 millions de personnes. Et là, ils peuvent rien faire pour pourquoi 20 000 enfants à l'ASE et quelques milliers d'enfants à Paris. C'est absolument incompréhensible. C'est le plus grand scandale actuel. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est plus important que ça? C'est fou, ça met en colère, quoi, parce qu'on se dit, mais alors on envoie nos enfants, on fait confiance. Et ensuite, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet de l'éducation sexuelle. On comprend à quel point ce système est pervers quand il met des animateurs criminels face à des petits-enfants à qui, en plus, ils veulent amener au coin poupée, ça faisait partie du programme, pour dénuder les poupées, pour leur donner les noms savants des parties génitales, qui favorise l'intimité entre les petits-enfants et donc la personne qui leur donne ce cours, entre guillemets, et qui peut donner des idées à des esprits pervers. Et on voit que des esprits pervers, en fait, il y en a énormément. Enfin, tout ce système est fou, en fait. Oui, alors vous avez évoqué plusieurs choses, Béatrice, sur lesquelles je voudrais réagir. Vous posiez la question très pertinente mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part derrière tout ça une idéologie avec le Libé, évidemment, qui avait soutenu, il faut dire référence à la liste de ceux qui avaient soutenu Maznef, etc. Il faut bien avoir conscience que aujourd'hui, moi j'essaye, dans la mesure du possible quand j'interviens sur ces sujets-là, de bien dire que pendant longtemps, on a parlé de pédophilie. La pédophilie, ça sous-entend, si vous voulez, qu'on aime les enfants. Oui. C'est pas neutre comme sémantique. Or, aujourd'hui, la Civis a fait un énorme travail là-dessus. La Civis a dit non, il n'y a pas de pédophilie, il n'y a que des pédocriminels. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même permis qu'on y voit plus clair. C'est-à-dire de dire à ces gens, non, il n'y a pas de pédophilie, il n'y a que des pédocriminels.
Quand on parle aujourd'hui des affaires, si vous voulez, que ce soit une Judith Godrèche, etc., il est évident qu'elle avait raison, que c'était une mineure qui a été abusée par un adulte, qui a abusé une enfant vulnérable, pour plein de raisons, mais il s'avère qu'elle était vulnérable. Cette conscience-là, qui consiste à dire qu'il y a une différence de génération fondamentale, qu'il y a la génération des enfants, des mineurs, et la génération des adultes, des majeurs, qu'il y a dans la génération des enfants prépubères et des enfants pubères, que la sexualité n'est pas du registre de l'enfance. Et elle ne l'a jamais été. C'est-à-dire que cette génération-là, qu'on essayait de nous faire croire qu'il y avait une sexualité infantile, si vous voulez, cette génération-là, elle est coupable, évidemment. Et c'est effectivement une idéologie qui provient majoritairement de la gauche caviar, celle de Lang, celle de tous ces gens-là, si vous voulez, où on sort les affaires aujourd'hui. Ça a fait beaucoup de mal parce que ça a créé de la confusion, évidemment. Vous parliez de l'éducation à la sexualité. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre avec le docteur Maurice Berger là-dessus et on a fait un gros travail avec d'autres médecins. Toute la question, justement, sur ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité. C'est un terme qui est totalement impropre. Il n'appartient jamais à un adulte qui n'est pas, évidemment, le parent qui a un rôle éducatif, mais dans un cadre institutionnel, en gros, à éduquer à la sexualité dans un conflit générationnel, c'est-à-dire de l'adulte vers l'enfant. L'enfant n'a pas de sexualité, il a une sensorialité. Mais quand vous regardez bien la société dans laquelle on vit, il n'y a pas très longtemps, je répondais à un journaliste sur un autre sujet qui est le développement de l'activité de pool dance pour les petites filles. La personne était très choquée, mais je lui ai dit, non mais attendez, qu'est-ce que le pole dance? Elle me dit, oui, mais la personne m'a dit, il ne faudra pas dire du mal le pole dance. Le pole dance, faut expliquer, c'est voilà. Le truc des stripteaseuses avec la barre voilà. Et des poses lascives très sexualisées. Exactement, autour d'une barre, voilà, qui symbolise quelque part phallique. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, c'est exactement ce que j'ai dit à la journaliste. Je dis, mais il n'empêche qu'il est une réalité, que vous allez apprendre à des petites filles ce que vous appelez une activité sportive qui n'est pas une activité sportive, qui est une activité qui consiste à faire des actes de danse autour d'un mât phallique dont la finalité est de générer l'excitation pour celui qui regarde. Ça n'a pas d'autre objectif. Donc, quand vous faites faire ça à des petites filles, je veux dire, vous sexualisez des enfants, premièrement, et deuxièmement, vous les mettez en danger, puisque, évidemment, vous leur apprenez à avoir des postures qui sont des postures qui, évidemment, puisque c'est là leur finalité, visent à générer l'excitation. Et c'est exactement la même chose quand vous avez des médiathèques ou je ne sais pas quoi qui organisent des spectacles de drag queen. Les spectacles, les shows sont des démonstrations de postures sexualisées. Or, une posture sexualisée, elle cherche quoi? À générer l'excitation. Et donc, si vous voulez... oui, ça doit être réservé à un public adulte, c'est tout. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas imposer ça à des enfants dont le cerveau n'est pas encore formé et qui n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de voir, en fait. Mais alors, si vous voulez, justement, et c'est là tout le sujet, c'est-à-dire que d'un côté, on se place du côté de l'enfant. L'enfant ne se rend pas compte, évidemment. Mais la réalité, c'est que les adultes qui font ça sexualisent les enfants, si vous voulez, contre leur gré, puisqu'ils ne savent pas ce qu'on est en train de faire d'eux. Donc, on a créé une société qui a, évidemment, dans plein de situations, et certains adultes ne voient pas, si vous voulez, qui sexualisent les enfants d'une manière, je suis désolée de dire, mais prépondérante. Et vous mettez cette situation de contexte sociétal et vous la mettez en perspective des espaces périscolaires où vous avez une absence totale de professionnalisation, c'est-à-dire vous prenez n'importe qui, sans aucun contrôle, sans formation, et puis en plus sur des contrats précaires et sans vérification, puisque vous avez un nombre d'enfants par adulte qui est évidemment trop important. Et alors là, qu'est-ce que nous dit la mairie de Paris en l'occurrence, mais je pense que les autres mairies, c'est pareil, c'est oui, mais on a fait un guide. On a fait un guide pour les parents, puis on a fait un guide pour les animateurs. Alors, ils n'ont que les guides à la bouche, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que dans des écoles ou dans des centres périscolaires où on accueille des enfants
d'âge petit, ce qu'on appelle les tout petits, c'est pas des animateurs qu'il faut, c'est des puéricultrices, si vous voulez. Et puis, on peut avoir quelques animateurs, mais le corps professoral doit être celui de puéricultrice. On a voulu, pour des arguments qui, à mon avis, sont totalement idéologiques, faire une mixité. Il n'y a pas de mixité à avoir. 99,99% des abus sexuels sur enfants sont faits par des hommes. Ben, on ne met pas des hommes. Voilà. Alors, c'est peut-être dommage, ça va peut-être en défriser certains, mais si ça règle 99% du problème, moi, ça me va très bien et j'ai aucun problème à affirmer qu'effectivement, il vaut mieux, dans le contexte actuel, puisqu'on n'est pas capable de protéger les enfants, prendre une mesure qui nous garantit au moins qu'on limite au maximum le risque. Et puis après, une formation, je veux dire une formation pas 2 jours, on vous dit on va faire des formations de 2 jours, non mais vous êtes... Enfin, je veux dire, ces gens sont des fous. On n'apprend pas à s'occuper d'un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans en 2 jours. C'est une vraie formation sur le développement de l'enfant, sur le cognitif, sur l'émotionnel, sur l'hygiène. Et quand on vous parle justement, et vous évoquez très bien les soi-disant formations ou cours d'éducation à la sexualité, bah, si vous ne formez pas des personnels à la puériculture, bah, vous ne les formez pas non plus à identifier le comportement d'un enfant qui est abusé à la maison, si vous voulez. Donc, premièrement, vous ne créez pas les conditions pour les protéger d'une situation qui serait celle dont ils sont victimes à la maison, mais en même temps, vous en créez une nouvelle en mettant des personnels dont vous ne connaissez rien, dont vous ne vérifiez rien, qui ne sont pas formés et dont on sait, parce que là, pour le coup, les études sont extrêmement claires là-dessus, dont on sait qu'ils ciblent ces milieux-là pour se rapprocher des enfants. C'est-à-dire que les pédocriminels ciblent les lieux où il y a des enfants. Donc en fait, eux, par contre, ils vont chercher à rentrer dans ces milieux-là. Donc, si vous ne mettez pas en place un système très drastique pour les empêcher d'y rentrer, à la fois par contrôle, à la fois par formation, ben, vous créez des conditions qui sont favorables au développement des abus sexuels sur des enfants. Mais il n'y a pas un fichier de gens qui ont un passé pédocriminel, etc. Et on ne les consulte pas avant d'engager ces gens. Enfin, ça paraît la base, en fait. C'est comme de dire bonjour. Enfin, il y a une base quand on met des jeunes hommes en présence, ou de n'importe quel âge d'ailleurs, ou de femmes en présence d'enfants. On devrait pouvoir vérifier leur passé judiciaire. Ça paraît... Alors, voilà. Alors ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire que nous, on l'a beaucoup demandé, hein, c'est-à-dire vous avez d'un côté le casier judiciaire qui doit être contrôlé et le FIJES, qui est le fichier, effectivement, enfin, pour faire simple, le fichier des délinquants sexuels. Le problème, si vous voulez, c'est que pour être inscrit au FIJES, il faut que vous ayez été condamné. Mais la plupart ne le sont pas, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, 3% des pédocriminels sont finalement condamnés. Donc, eux, enfin, si vous voulez, ça en fait 97% qui n'y seront pas, de toute manière. Ouais. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire la grosse masse n'est pas condamnée, donc n'est pas dans le fichier. Et puis, comme vous le disiez, quand la structure, elle va vouloir protéger la personne ou lui dire, bah, t'as mal agi, on te met ailleurs, mais tu te tiens bien ailleurs, bah, la personne, c'est pareil, elle ne sera pas dans le fichier. Donc, c'est vrai que normalement, ça devrait être fait. Ce n'est pas fait, en tous les cas pas systématiquement. Et même si c'était fait systématiquement, ça permettrait de vérifier sur 3% des pédocriminels qui sont dans la nature, si vous voulez, quelque part. Et après, il y a tout un ensemble d'autres circonstances que vous évoquez avec ce point-là, qui est la question de l'aspect judiciaire des choses, c'est-à-dire quand il y a un signalement, est-ce que la personne est immédiatement, est-ce qu'on a une mesure judiciaire accélérée? Non. Est-ce qu'on peut entendre les enfants très rapidement? Non. On voit bien que dans les cas qui sont cités actuellement, des fois, on attend 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'entendre un enfant. Un enfant qui a été abusé à 2 ans et demi ou à 3 ans, si vous voulez, vous n'allez pas l'écouter à 6 ans, puisque bah, pour des raisons là aussi développementales, la mémoire n'est pas faite pour avoir un temps aussi important de mémorisation des faits, en tous les cas, de mémorisation qui va permettre la verbalisation. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, la justice
c'est bien commode les délais de la justice et les retards et les manques de moyens pour justifier le fait qu'on n'entende pas forcément l'enfant tout de suite. Et donc, plus le temps passe, moins son témoignage est crédible, puisque de façon développementale, voilà, la mémoire n'est pas adaptée à se souvenir de tout. Puis après, ça peut broder, etc. Donc, en fait, on voit bien que tout est fait comme un frein, comme une espèce de résistance à élucider le cas et la recherche de la vérité. Et on voit aussi que les médias minimisent, traitent de complotistes ou de ci ou de ça ou de fachos, enfin toujours toutes les étiquettes infamantes habituelles. Voilà, ça fait plus rien maintenant, ça glisse sur tout le monde. Ils ont désensibilisé tout le monde en plus à des vraies choses horribles. Mais je voudrais juste apporter une anecdote personnelle. Quand mon fils était en maternelle, j'avais déjà compris qu'il y avait un problème. J'allais chercher mon fils après le périscolaire et parfois, il avait les chaussures la droite sur la gauche. Il était trempé en t-shirt en plein hiver. Je le récupérais. Je lui disais, mais il fait 0 degré. Ils ont pas vu qu'il était trempé. Enfin bon. Et j'avais pris rendez-vous avec la directrice. Elle m'avait expliqué qu'en fait, ça dépendait effectivement de la mairie de Paris et qu'elle ne pouvait rien faire et qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver du personnel parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'ils sont très, très mal payés et que c'était 11 € brut de l'heure, je pense. Donc, c'est rien, quoi, quand on enlève les charges sociales, etc. Et qu'en fait, c'est pour 2 heures. Donc, en fait, le prix qu'ils sont payés paye à peine les 2 tickets de métro qu'il faut pour venir travailler. Et donc, ils prennent finalement les gens qui acceptent de venir. Et malheureusement, les gens qui acceptent de venir, peut-être que ce dont on parle est une motivation pour venir, malheureusement, parce qu'il leur faut une motivation. C'est pas l'argent, clairement. Donc, ce problème-là est insolvable actuellement, vu comment est structuré le temps scolaire. Et apparemment, donc, si on va dans le complotisme, on peut se demander pourquoi le temps scolaire a été modifié et a laissé la place à cette nécessité d'avoir recours à ces animateurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est la Oui, je vois très modification bien. du temps scolaire qui a fait qu'on a besoin de ces animateurs et qu'on crée cette situation finalement. Donc en fait, tout le système est fou. Et hier, Emmanuel Grégoire, pendant le débat, disait je vais tout remettre à plat. Enfin, il a rien fait pendant 10 ans et puis tout d'un coup, il va tout remettre à plat. Et il y a encore des gens qui vont voter pour cette équipe qui a laissé faire ça. Moi, je suis désolée, c'est même pas une histoire de politique là. C'est de décence, de choses basiques. Moi, je suis très, très en colère de ce qui se passe là. Vraiment. Donc, je Oui, sais non, mais plus. là, je suis d'accord avec vous. Et, enfin, en ce qui concerne Paris, ce qui est sûr, c'est que les cas sont extrêmement nombreux, atteignent une ampleur assez inédite et qu'ils ne sont pas nouveaux et que les gens parlent. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent, non mais attendez, moi, il y a 2 ans, je vous ai envoyé un mail. Et puis, il y a tant de temps, je vous ai envoyé un mail, etc. Et ils ressortent les mails, ils ressortent les messages qu'ils avaient passés. Ils redisent qu'ils avaient vu la directrice ou la responsable du périscolaire ou le responsable du périscolaire pour dire que son fils ou sa fille a dit qu'on lui avait touché le zizi, s'est mis à pleurer, s'est mis à remettre des couches, etc. Donc là, c'est sûr que cette équipe a considéré que c'était sans intérêt et a considéré que les parents, enfin les enfants certainement ne votaient pas, donc qu'il ne fallait pas s'en occuper. C'est une réalité. Je crois qu'il faut être extrêmement intransigeant sur ces questions-là. Parce qu'on oublie souvent, si vous voulez, que l'enfant, c'est lui le père de l'homme. Parce que c'est lui qui va donner naissance aux enfants demain. Et c'est lui qui fera l'avenir de la nation. Donc à un moment, quand on le met dans des situations d'être si abîmé, traumatisé, parce que c'est des traumatismes, si vous voulez, qui ont un impact sur la vie tout entière. C'est pas du tout quelque chose sur lequel moi j'estime il faut être indulgent. Voyez. Alors il y a des solutions. Les solutions nécessitent de penser le système pas par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, pas par rapport aux moyens qu'on a à y mettre, mais qui est conçu que par rapport du point de vue de l'enfant. Voilà. Quel est le besoin de l'enfant? Voilà. L'enfant, il a besoin d'être pris en charge dans certaines conditions de professionnalisme, de calme, de certaines pratiques et pas d'autres. Et c'est le système qui doit être créé pour répondre à ces conditions pour l'enfant
qui doit s'imposer à nous. Si on n'est pas capable de le faire, vaut mieux ne pas le faire et dire aux parents, gardez vos enfants chez vous. Nous, on n'est pas capable de le prendre en charge sans vous garantir qu'il sera en sécurité et qu'il ne sera pas abusé. Ça, c'est quand même pas neutre, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même extrêmement grave de laisser perdurer un système dont on sait, d'ailleurs dans des témoignages, il y avait le fameux cache investigation, vous avez M. Bloch qui dit oui, alors c'est pas des cas, mais bon, c'est vrai que c'est des comportements inappropriés. Oui, alors c'est pas la majeure partie, mais c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y en a pas. Bah si, justement. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que vous devriez devoir dire, vous engager même à dire, tout a été fait pour qu'il n'y en ait zéro. Voyez. Et évidemment, quand vous regardez le système, et vous avez raison, Béatrice, quand vous prenez des contrats d'1h30 par-ci, d'1h30 par-là, recrutés en 2 minutes, enfin, allez, un quart d'heure, ok. Ensuite, l'exemple qui est dans le cachet investigation est intéressant. La jeune journaliste, elle y va, elle a, en 15 minutes, elle est prise, elle a aucune compétence, aucune connaissance, aucune formation. Elle se retrouve quelques jours plus tard dans du périscolaire à gérer des enfants. Et elle dit, mais comment je fais si jamais il y en a un qui est malade, etc. Non, il n'y a pas d'infirmière. Ben, je lui fais comment? Je ne sais pas comment faire. Elle répond, et lui dit, c'est pas grave, il y a des poches de glace, tu mets une poche de glace et ça calme la douleur. C'est ça le réel, en fait. Donc évidemment, il faut des personnes qui étaient formées à la puériculture, et la puériculture, ça s'apprend pas en 2 jours, donc ça va coûter de l'argent. Ces personnes qui auront été formées à la puériculture, elles doivent avoir un contrat qui est un vrai contrat, donc avec un nombre d'heures qui correspond quand même à un contrat à plein temps ou quasiment plein temps. Il doit y avoir évidemment des infirmières qui sont présentes, parce qu'un enfant, ça peut être malade, ça peut se blesser. Et puis, il faut peut-être qu'il y ait des animateurs aussi, qui aient un niveau de formation peut-être moins important, mais qui soient quand même très bien formés. Parce que dans les témoignages qu'on a et dans les micros qui ont été laissés, si vous voulez, vous avez des enfants qui sont dans un bruit permanent. Je veux dire, le périscolaire, ça doit être un endroit extrêmement calme. Souvent, vous savez, on parle de Maria Montessori ou des pratiques comme ça. Bon, les gens ne connaissent pas très bien, donc ils ont tendance à dire, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'était n'importe quoi. Faux, il n'y avait pas un bruit dans les classes de Maria Montessori. C'est calme absolu. On entendrait une mouche voler, si vous voulez. Parce que l'enfant a besoin de calme. Voilà. Et s'il n'est pas dans le calme, il se met en danger, il met les autres en danger. Parce qu'à ces âges-là, la priorité, c'est d'être dans un contexte de calme. Et ce n'est pas fait aujourd'hui. Non, c'est pas fait et on voit à quel point c'est maintenant pour les parents, c'est une inquiétude parce que d'habitude, on se dit: «Bon, où est-ce que je vais mettre mon enfant?» Il y a un journaliste qui disait ça: «Où est-ce que je vais mettre mon enfant pour, qu'il ait la meilleure éducation possible, pour que lui donner le plus de chances dans la vie possible?» Et maintenant, on en est à se dire: «Où est-ce qu'on va mettre nos enfants pour pas qu'ils se fassent agresser ou vous voyez, avec des trucs abominables. Donc, on en est à un degré d'exigence qui est en dessous du niveau du sol. Et c'est absolument effrayant parce que en plus des problèmes qu'on connaissait, dont on parlait déjà sur l'éducation, le fait de pas savoir lire, écrire, compter à l'âge où il faut le savoir, etc. Et l'esprit critique, et toutes ces choses qu'on pensait basiques. Maintenant, on n'en est même plus là. On en est, est-ce que mon enfant va être respecté dans son intégrité physique? Donc, je veux dire, il faut que les gens prennent conscience quand même du niveau qu'on a atteint dans ce pays, à tous les niveaux, hein, mais c'est pas le reste, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais là, vraiment, c'est même pas du déclin, c'est même, c'est un cauchemar en fait. Il faut qu'on s'en sorte. Et quelles sont les solutions donc pour sortir de ça? Par exemple, si vous deviez conseiller la prochaine maire de Paris, j'espère que les gens ne vont pas voter pour la même équipe qui est responsable, qui n'a pas fait ça, mais qui est responsable à minima de toute cette situation. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à la nouvelle maire de Paris? Moi, c'est ce que je vous disais, Béatrice. Moi, je pense qu'il faut impérativement que le périscolaire soit pensé et conçu en fonction des besoins des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnels qui ont été très bien formés. Et moi, je considère que la formation de base, c'est une formation de puéricultrice.
Voilà. Oui, mais comment on fait là tout de suite dans l'urgence? Parce qu'en fait, ça prend Eh du temps bien, à former, comme vous l'avez dit. Et là, les enfants, il faut bien qu'ils aillent à l'école en attendant. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en oui, mais fait, vous pouvez pour pas, sauver nos enfants? on ne peut pas passer d'un système qui est, comme vous le disiez, 5000 5000 sous terre, si vous voulez, parce que vous êtes, et c'est ce que vous dites est extrêmement, à la fois très symptomatique de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, Béatrice, je répète ce que vous venez de dire, hein, que les parents, aujourd'hui, quand ils choisissent l'école, vont choisir une école en se disant, je vais choisir cette école pour essayer d'avoir les meilleures garanties que mon enfant ne sera pas abusé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Hein. Quand on peut Euh, choisir l'école, parce qu'en plus, il y a une sectorisation, il y a toute cette problématique-là où on peut même plus choisir l'école. Enfin, mais tout est fou. tout est fou, mais c'est aussi parce que vous avez des groupes politiques. En l'occurrence, là, on parle de la mairie de Paris, donc une mairie socialiste, hein, qui a créé les conditions pour que ceux qui ont l'argent aillent financer des écoles à leurs enfants où ils seront un peu plus protégés, ou en tous les cas où ils auront peut-être un peu plus de regard possible, et d'autres qui n'ont pas le choix, qui ont mis leurs enfants dans des écoles qui ont été celles qui ont été touchées par les abus sexuels. Donc là, on est vraiment dans l'inversion totale des valeurs. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bon, voilà. Euh, on peut pas, quand on est dans cette situation-là, dire il faut avoir une solution pour demain. Ça, c'est pas possible, si vous voulez. Vous êtes obligé de penser à un système qui va être un système optimisé. Il vous faut des puéricultrices, je suis désolée, mais c'est comme ça. Il vous faut des contrats qui sont solides, c'est-à-dire que vous fassiez des contrats de 30 heures minimum et pas des contrats de 2 heures. Il faut des gens qui aient été formés, il faut des infirmières. Donc, si vous voulez, il faut aussi un cadre clair et suivi. C'est-à-dire que le cadre, ils font des guides tout le temps, mais tout le monde s'en fiche et personne ne les applique, personne ne les signe. Donc, moi, je serais à la mairie de Paris, je dirais que je souhaite, tant que la situation n'est pas totalement sous contrôle, qu'il n'y ait plus que des animateurs femmes très majoritairement, à peu près à 80% dans tous les espaces périscolaires, que ces femmes aient une formation de puéricultrice, qu'il y ait des femmes qui aient une formation d'infirmière, qui viennent prendre ces postes-là, qui seront payées au salaire d'une infirmière et qui auront un contrat d'heures qui permet qu'elles en vivent. Voilà, c'est-à-dire des contrats de 30 heures, de 35 heures, au tarif d'une infirmière de la fonction publique, qui soit dans ces lieux-là, qu'il n'y ait pas d'hommes qui soient seuls avec des enfants, qu'il n'y ait pas d'espace fermé. Et voilà, alors vous allez On me va dire, vous oui, mais dire il y que a des... ils vont vous dire, je sais déjà, ils vont vous dire que c'est discriminatoire, ils vont vous dire que Mais c'est pas la parité, oui, enfin, oui, oui, tout oui, ce non, mais truc-là, quoi. je suis d'accord, mais je suis Sur le d'accord, dos c'est de nos total... enfants, sur le dos de Non, nos non, mais enfants, ils font ça, hein. mais L'idéologie sur Béatrice, le dos de nos enfants. ouais, Béatrice, je suis d'accord, c'est totalement discriminatoire et je l'assume totalement. Je l'assume totalement. Parce que c'est la différence entre les idéologues et des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui sont rationnels et scientifiques. Moi, on me dit il y a 99% des abus sexuels qui sont faits par des hommes, je mets des femmes. Et alors, on peut me dire que c'est discriminatoire. Hein. Mais d'un point de vue pragmatique, je règle de manière théorique 99% du problème. Et ça me suffit largement. Voyez. Tant que je n'ai pas mis en place un processus qui est plus long terme, qui est de dire on va former des puéricultrices et des puériculteurs, moi ça me va très bien si vous voulez, mais des garçons qui auront fait le choix par conviction de faire ce métier, qui seront formés 2 ou 3 ans, parce que faire de la puéricultrice, être puéricultrice ou puériculteur, c'est quand même très long, ça demande beaucoup de connaissances. C'est des gens qui peuvent avoir des passerelles dans plein de métiers, ils peuvent travailler en maternelle, mais ils ne sont pas conditionnés au périscolaire. Voyez. Et puis également une fonction d'hygiène hygiène et médicale, c'est-à-dire c'est anormal que vous ayez des gens qui n'ont pas les bases de ce qu'est un enfant, qui n'ont pas les bases de ce qu'est un enfant malade et qui soient incapables de réagir s'il se passe quelque chose, si vous voulez. Or, c'est quand même ça dans la plupart de ces structures-là. Donc, il y a certains maires qui font d'autres choix, qui font des choix plus exigeants, qui ont des contrats plus sérieux, qui prennent des gens mieux formés, comme par hasard, dans ces cas-là, si vous voulez, vous avez quasiment que des femmes ou presque que des femmes. Moi, je veux bien qu'on s'entête, mais à partir du moment où le risque, c'est qu'un enfant soit abusé sexuellement, moi, personnellement, je vante contre, clairement. Voilà. Mais après, si vous voulez, après, on peut me dire que que je fais de la discrimination, bien sûr, mais les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes personnes. Voilà. Le fait est que ce sont très, très, très majoritairement les hommes qui abusent
sexuellement des enfants. Les pédocriminels sont très, très majoritairement des hommes. C'est D'ailleurs, ainsi. ce sont les mêmes. Donc, il faut en Il tenir me compte. semble que c'est la même chose pour les adultes. Je veux dire, la plupart, évidemment, qu'il y a il y a des abus de femmes aussi, mais c'est vraiment minoritaire. Enfin, je veux dire, mais à un moment donné, on peut, on est interdit de voir le réel. Donc voilà, ça fait partie du problème, et c'est peut-être aussi pour ça que ça fait 10 ans ou 11 ans que ce sujet, au moins, qu'on sait qu'il est connu depuis au moins 2015, mais si ça se trouve, c'était déjà avant, et on le sait pas, nous. Mais voilà, et donc il y a une idéologie qui veut, qui veut continuer, en fait, et on le voit bien, de toute façon, avec la campagne. Et puis tout d'un coup, tout le monde parle de ça parce que c'est la campagne électorale, et donc Mais tout le monde oui, bien sûr. instrumentalise le sujet pour taper sur le copain, mais finalement, voilà, personne n'a agité, n'a remué ciel et terre avant pour que ça soit réglé non plus. Mais bon, là, on en est à être, à choisir le moins pire, si vous voulez. Ce qui est terrible, dans toutes nos décisions au quotidien, on en est à choisir pas par amour, mais par peur. Donc, pas, pour le moins pire constamment. C'est absolument terrible. Et on voit que c'est quand même lié à la sexualisation générale de ce dont on parlait, l'éducation sexuelle, parce qu'on voit bien que leur éducation à la sexualité et soi-disant au consentement, etc., bah, là, ça n'a pas protégé les enfants, en l'occurrence, puisque un tout petit enfant, qu'est-ce qu'il va dire devant un adulte? Un enfant de 3 ans, il peut pas, il sait même pas ce que c'est consentir, pas il est même pas capable, donc il peut pas dire non. Et même s'il dit non, voilà, qu'est-ce qui se Oui, passe? alors, C'est fou, c'est fou. C'est alors en fou. fait, c'est ce que vous évoquez, ce point est important, c'est-à-dire que sur la question de la prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, évidemment, chez les petits, mais il y a de la prévention aux abus sexuels, ce qui est d'une nature très différente. C'est-à-dire que, évidemment, il faut apprendre aux parents à bien dire à l'enfant dès tout petit Ben oui. qu'il y a des parties qu'on ne touche pas, que personne n'a le droit de les toucher, que maman, elle peut les toucher pour la toilette, mais que quand tu sauras faire ta toilette, c'est toi qui le feras tout seul. Que si quelqu'un d'autre le fait, il faut dire non, et que si jamais ça arrive, il faut le dire à maman, et que tu te feras jamais gronder. C'est des principes très simples, mais que les parents doivent dire systématiquement. L'école et le périscolaire a un rôle là-dessus, mais elle a un rôle qui doit être tenu d'abord par une femme, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et qui va consister à la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'éducation, on est dans soit des chansons, soit des mimes, où on va rappeler à l'enfant que ces parties sont interdites, que personne n'a le droit de les toucher, que si ça arrivait, il faut tout de suite le dire, que la personne à qui le dire, c'est cette personne, il faut la montrer. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller le dire? Oui, à cet endroit, on va y aller ensemble pour vous le montrer. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole qui relève de la prévention des abus sexuels sur petits, qui est à mettre en place, qu'on a également formalisé dans le livre qu'on a fait avec Maurice Berger, où on a vraiment fait des propositions extrêmement concrètes, si vous voulez. Et Est-ce que ça, vous ça avez été sous-entend. reçu? Mais est-ce que vous avez été reçu? Mais Et bien est-ce qu'ils sûr ont que appliqué? non. Mais bien sûr que non. Et si vous voulez, c'est tout le problème. Vous voyez, il y a un dispositif que moi je trouve intéressant, c'est les boîtes aux lettres papillons. Qui Oui. sont donc voilà, que vous connaissez, qui sont à l'école, les enfants, on leur apprend que voilà, s'ils ont un secret à donner, ils peuvent le donner dans cette boîte aux lettres. Ça peut être que quelqu'un leur a fait mal à la maison, pas à la maison, etc. Et donc il y a des petits mots. Eh bien, la mise en œuvre, elle est compliquée avec certaines mairies, avec certaines politiques, enfin avec certaines personnalités politiques ou avec certaines idéologies politiques. C'est-à-dire que ce qui relève de quelque chose qui devrait être totalement transpartisan, qui devrait être la base, si vous voulez, de toute action qui concerne l'enfant, c'est-à-dire son intégrité physique, sa protection, sa sécurité. Eh bien, là-dessus, ils ont réussi à rendre ça idéologique, si vous Mais voulez. Et quelle est leur justification pour ne pas le faire, ou pour dire non, ou pour rendre ça compliqué? Enfin, il n'y a rien de compliqué. Donc, quel est leur argument? ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que si vous voulez faire les choses correctement, vous avez maximum un animateur ou, bon, dans le cas que moi j'évoquais, une puéricultrice, pour maximum, idéalement 10 enfants, maximum 14 enfants. Aujourd'hui, des fois, ils en ont 20 ou 25, c'est pas un problème. Vous voyez, ça veut dire que c'est des contrats sur 30 heures ou 35 heures et c'est des contrats pérennes. Donc sur le budget, Non, mais ça la compte. boîte Ça papillon, veut par dire que vous exemple, avez... la boîte Mais il papillon, faut ça des gens pourrait pour être. la traiter.
il faut des gens pour la traiter. Il faut le système derrière. C'est bien beau de voir qu'un enfant, de récupérer l'information, mais après, encore faut-il la traiter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit vous êtes dans la prévention, soit vous êtes dans qu'est-ce qu'on fait après. Vous voyez, on court après le problème derrière. La situation qu'on a aujourd'hui, c'est que à la maison, l'école n'y est pas, si vous voulez. Donc, c'est pas son sujet normalement. Là, par contre, où c'est son sujet, c'est quand on est à l'école ou dans le périscolaire. Et cet espace-là, il doit être sécurisé. Et pour être sécurisé, il faut qu'il soit sécurisé sur les domaines de compétences qui sont ceux qui relèvent de l'enfance. Et ceux-là, il n'y en a pas 36 000. C'est la périculture et la santé, l'hygiène et la santé. Et donc, ces compétences-là, elles doivent être détenues dans ces espaces-là. Si elles ne sont pas détenues, vous n'avez pas des espaces périscolaires professionnels. Voilà. Donc, à partir du moment où ce n'est pas professionnel, vous prenez le risque de mettre votre enfant dans un système qui ne vous garantit pas que les conditions de sa protection ont été prises. Voilà. Et c'est possible de le faire. Alors, ça coûte de l'argent sur le budget de la mairie de cet espace-là, mais ça en fait gagner beaucoup ailleurs, évidemment. Parce que des enfants qui ont vécu ce type de situation, c'est catastrophique pour leur vie, bien sûr, et c'est catastrophique pour la société aussi. Les conséquences sont majeures pour tout le monde. Donc, dans une société à peu près humaine, on n'accepte pas de traiter les enfants comme ça. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'évidemment, ça pose question de faire des économies de bout de chandelle, de revendiquer des idéologies en permanence, et puis dans les faits, de faire complètement autre chose et d'aller mettre l'argent ailleurs. Voilà. Non, mais surtout qu'on voit comment l'argent est utilisé, voyage à Tahiti, les robes Dior, voilà, donc c'est vraiment insupportable que tout ça soit fait sur le dos de nos enfants, aussi bien du gaspillage d'argent que de l'idéologie qui n'est absolument pas pragmatique et adaptée à la vie réelle. Malheureusement, on aimerait tous vivre dans le monde des bisounours, mais on voit bien que c'est pas le cas, et encore une fois, on peut pas prendre le risque avec la vie de tout petit comme ça. C'est absolument monstrueux. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous avez quelque chose, un dernier message à faire passer? Je pense que merci vraiment, parce que c'est un sujet absolument majeur et je trouve que c'est totalement sous-traité, et même quand ils le traitent, si vous voulez, il y a une espèce de désinvolture quand même. Donc c'est fou. On a l'impression d'être dans une autre dimension, quoi. On a envie de secouer les gens, de dire mais enfin, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Enfin, sur tous les sujets, mais sur celui-là vraiment en particulier. Donc voilà, si vous avez un dernier message à faire passer. Le dernier message, c'est tout simplement que les enfants sont l'avenir de l'homme et que nous devons considérer que c'est la chose la plus importante au monde. Donc, en tous les cas, moi, je considère que les politiques qui ne sont pas exemplaires sur l'instruction, l'éducation et la protection de l'enfant sont des gens qui ne méritent pas d'être au pouvoir. Voilà. Absolument, on est bien d'accord. Merci infiniment, Sophie. Merci à tous d'avoir regardé cette émission, vraiment partagée. Surtout que je sais que sur YouTube, c'est compliqué ce genre de sujet. À chaque fois que j'ai essayé de faire de la prévention, etc., la courbe monte en flèche et s'arrête net. Donc, voyez, vous comprenez le message. Donc, je vous en prie, partagez, likez, commentez. Vraiment, c'est un sujet important, surtout là, avant ce week-end. Très, très, très important. Il faut que ça percute. Il faut qu'ils aient une motivation. S'ils s'en fichent des enfants, au moins qu'ils le fassent pour leur propre poste. Malheureusement, c'est triste d'en être là. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Merci, Béatrice. Merci à vous.